Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'y retrouver. Sois le bienvenu dans cette vidéo dans laquelle on va voir pourquoi et comment commencer le développement personnel, puisque c'est quelque chose et un mot un peu passe-partout à l'heure actuelle, le développement personnel, et peut-être que tu t'interroges sur comment le pratiquer, quels principes peut-être utiliser dans le développement personnel, et en gros comment tu peux l'utiliser pour améliorer ta vie, puisque d'une certaine manière le développement personnel ou la croissance personnelle comme c'est parfois décrit va être un moyen de pouvoir améliorer ta vie, mais dans cette vidéo on va voir pourquoi et comment s'y prendre si eh bien, tu veux en savoir davantage. C'est le moment de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Le développement personnel est devenu un petit peu un mot passe-partout à l'heure actuelle, puisque beaucoup de personnes prononcent ces mots, disent qu'ils font du développement personnel, disent qu'ils font peut-être même parfois de la croissance personnelle, mais qu'est-ce que ça constitue? Quelle est cette définition? Pourquoi en faire? Et surtout, même après qu'on sache pourquoi en faire, comment le pratiquer? Quelles sont les démarches? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? J'aimerais qu'on prenne un instant dans cette vidéo pour en parler, puisque c'est quelque chose de vraiment important. Donc le développement personnel, c'est un ensemble de pratiques appartenant à divers courants de pensée, donc c'est important de le préciser, et qui a pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation de ses talents et de ses potentiels, l'amélioration de sa qualité de vie personnelle, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves d'une manière générale. Et le développement personnel, n'est toutefois pas une sorte de psychothérapie, parce que parfois on peut dire il fait du développement personnel comme si c'était quelque chose de dramatique, de catastrophique, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui fait état d'une psychothérapie, non, c'est quelque chose qui résulte d'influences multiples et qu'on va travailler. Donc la psychologie et la philosophie, et souvent la diététique et la pratique du sport, ça fonde généralement les pratiques des acteurs du développement personnel moderne, et d'autres y rattachent également des notions religieuses en relevant de l'ésotérisme. Donc l'ésotérisme, c'est un ensemble d'enseignements secrets réservés à des initiés, et c'est parfois dans des courants de pensée marginales comme par exemple des sectes, etc. Mais voilà, donc c'est pour ça que des fois certaines personnes peuvent avoir cet a priori de considérer que le développement personnel ça peut être faire partie d'une secte, alors qu'en fait ce n'est pas forcément le cas, parce que ça ressemble à ce que nous pouvons avoir comme vision d'une secte dans la manière dont c'est procédé. Mais si par exemple, à titre personnel, je suivais beaucoup de cours de sport et j'allais dans des entraînements spécifiques d'un grand sportif de haut niveau, et ma famille considérait que c'était comme une secte, alors qu'en fait c'était exclusivement des passionnés de sport qui travaillaient à vouloir améliorer, et puis c'était une forme de développement personnel. Et donc les bases de la psychologie du développement personnel vont s'abandonner toutes les idées négatives et les reformuler en pensée positive. C'est une espèce d'ontologie positive, donc c'est le terme. L'ontologie, c'est qu'est-ce que l'être? C'est une question en fait considérée comme personnelle qu'on va faire, et on va chercher l'optimisme, un état d'esprit durable ou passager qui va être caractérisé par une perception positive du monde et de l'univers. Donc le fondement de l'optimisme remonte à Socrate, et Platon l'a professé, puis Aristote a repris le relais. Et c'est aussi simplificateur au volontarisme, donc c'est vraiment une démarche volontaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans le développement personnel si tu n'as pas décidé de le faire, si tu n'as pas décidé de pouvoir t'améliorer sur un plan de ta vie, si tu n'as pas décidé consciemment de entreprendre cette notion-là. Donc la notion de développement personnel, ça regroupe plusieurs domaines, selon qu'elle est utilisée par les formateurs en management ou en vente, des promoteurs de philosophie type New Age, donc dans l'ère du temps, certains courants de coaching, des éducateurs et spécialistes du travail, voire par certains thérapeutes. Ainsi, tu as des revues, pour la revue Sciences Humaines par exemple, les techniques de développement personnel visent la transformation de soi, soit pour se défaire de certains aspects pathologiques, donc de phobie, d'anxiété, de déprime, voire de timidité, soit pour améliorer ses performances, donc mieux communiquer, gérer son temps, s'affirmer. Et d'une manière générale, le développement personnel, ça n'a pas une définition institutionnelle, et cette formule peut être utilisée pour légitimer des méthodes très variées, vraiment diverses et variées. Et parmi ces diverses méthodes et techniques, certaines révèlent
du charlatisme qui exploite la misère émotionnelle humaine, quand d'autres consultent des pseudosciences et révèlent de l'escroquerie ou de la manipulation mentale, voire de la dérive sectaire comme on a vu ensemble. Moi, ce que j'aimerais aussi partager dans cette vidéo, c'est avant qu'on rentre dans le pourquoi faire du développement personnel, j'aimerais te parler un petit peu de l'historicité, les origines historiques du développement personnel, et te dire que c'est quelque chose, c'est un courant qui s'est enraciné aux États-Unis dans une tradition protestante qu'on peut faire remonter environ vers le XVIIIe siècle, notamment à Benjamin Franklin avec ses livres de recettes pragmatiques pour réussir dans la vie, dans les affaires, comme par exemple Le chemin de la fortune. Il a résumé la science du bonhomme Richard, auteur idéal de l'Almanach du bonhomme Richard qui publiait. Et il faut attendre notamment plusieurs courants de pensée. Je pense notamment à Andrew Carnegie, je pense à Napoleon Hill, je pense à Dale Carnegie, la méthode Coué, Carl Gustav Jung. Donc on va parler de ces personnes un petit peu dans leurs travaux dans quelques instants. Je pense aussi à Alfred Adler, à Eric Berne, et puis je vais parler un petit peu après des principes courants théoriques comme la pensée positive, la PNL qui est autrement la programmation neurolinguistique, la psychosociologie des stades de vie, la notion du leader vertueux, la psychologie positive, et puis les différentes applications, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais dans l'histoire en fait des origines, je vais faire un petit focus sur vraiment quelqu'un qui va être le plus connu, qui est Dale Carnegie, qui est beaucoup plus connu d'ailleurs que Andrew Carnegie ou que Napoleon Hill. Donc, tout de suite, si tu n'as pas vu d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos spécifiques sur Andrew Carnegie, l'un des premiers hommes riches au monde, un des plus grands milliardaires au monde avec John Rockefeller dans la fin du 19e siècle. Aussi, c'est pas un lien de parenté avec Dale Carnegie, et Andrew Carnegie était le mentor de Napoleon Hill, pour que tu te rendes compte. Donc Andrew Carnegie, il était multimilliardaire, c'était un Écossais qui a vécu et qui a réussi à prospérer grâce à l'industrie de l'acier aux États-Unis, et qui a embauché Napoleon Hill, qui était journaliste, pour qu'il interviewe 300 personnes les plus riches des États-Unis pour évaluer, construire un livre sur les ingrédients qui permettaient de devenir riche, d'avoir des ressources et réussir dans sa vie, quel que soit son chemin, parce que Andrew Carnegie était persuadé que nous avions tous la capacité de pouvoir aller vers une meilleure vie que celle que nous avions et qui peut-être ne nous convenait pas personnellement. Et après, Dale Carnegie, qui en fait a emprunté le nom de Carnegie à Andrew Carnegie parce qu'il avait une certaine notoriété, Andrew Carnegie, puisque Dale Carnegie a vécu juste un peu après Andrew Carnegie. Et donc Dale Carnegie, de 1888, date de sa naissance, et 1955, date de sa mort, il a publié plusieurs manuels de développement personnel qu'il a vendus à 40 millions d'exemplaires, même plus de 40 millions d'exemplaires au moment où j'enregistre cette vidéo. Et les méthodes mises au point par Carnegie ont surtout été mises en œuvre dans le cadre de la formation ou du perfectionnement de vendeurs et de managers pour démarcher les clients et les prospects. Parce qu'il faut comprendre en fait, dans l'historicité du développement personnel, que le 19e siècle a vu l'apparition de nouvelles sociétés, de nouvelles entreprises de plus en plus importantes, avec de plus en plus de salariés, de plus en plus de personnes au sein d'une entreprise. Si bien que les patrons des entreprises, ceux qui avaient créé en fait le business model au départ, n'avaient plus d'influence directe de l'ensemble des salariés, puisqu'il y avait tellement de monde qu'il devenait impossible. Donc comment justement faire que la vision stratégique entrepreneuriale du patron d'entreprise puisse se diffuser à l'ensemble des collaborateurs, des vendeurs, des managers, pour que finalement il n'y a pas trop de rétention. Aujourd'hui, peut-être que pour toi au 21e siècle, tu vois des difficultés dans les lignes hiérarchiques en fonction des entreprises plus ou moins grandes que tu as pu fréquenter. C'est un petit peu le cas qu'a rencontré les Américains quand justement au 19e siècle, il n'y avait que l'armée qui pouvait avoir une organisation qui était très dense en termes d'hommes, mais il n'y avait pas trop d'organisations similaires aux armées du monde entier. Et puis tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des entreprises qui avaient peut-être même plus d'employés que des armées. Alors peut-être que j'exagère un petit peu le trait, parce que au 19e siècle, on est encore dans un temps où on est plutôt sur une période de développement économique national. On n'est pas dans l'internationalisation, on n'est pas dans la mondialisation, c'est-à-dire que les Américains développent leur business aux États-Unis, les Français développent leur business en France, les Chinois développent leur business en Chine, les Japonais développent leur business en Japon, donc tu as compris l'idée. Mais le perfectionnement des vendeurs et des managers pour démarcher des clients, des prospects, pour faire que l'entreprise puisse continuer à progresser, à avancer, et bien Dale Carnegie a pu, dans le milieu du XXe siècle, se positionner en 1936 sur justement beaucoup
de travail autour du développement personnel. Mais aussi, il faut revenir un petit peu en avant, en 1926 avec Émile Coué, pharmacien et psychothérapeute belge établi à Nancy, qui a écrit en 1926 La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente, dans lequel il engage à répéter 20 fois de suite et 3 fois par jour cette formule: tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Donc ça, c'est une tête de méthode. Tu as peut-être déjà entendu parler de la méthode Coué. C'est Émile Coué qui a vécu de 1857 à 1926 qui a mis en place cette méthode, je te rappelle encore, pharmacien et psychothérapeute. Et donc la phrase qu'il suggérait de répéter 20 fois, 3 fois par jour, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Il a résumé en quelques principes cette technique appelée par la suite la méthode Coué, qui consiste à atteindre un équilibre de l'organisme et du psychisme grâce à l'autosuggestion. Quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sans aucune exception. Donc je te répète, quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sans aucune exception. C'est la loi de l'effort inverse. Dans le conflit entre la volonté et l'imagination, la force de l'imagination est en raison directe du carré de la volonté. Donc ça, c'est ce qu'il a démontré. Troisième principe, quand la volonté et l'imagination sont d'accord, l'une ne s'ajoute pas à l'autre, mais l'une se multiplie par l'autre. Et enfin, l'imagination peut être conduite par l'autosuggestion consciente. Donc, quand tu vas pouvoir répéter cette formule d'autosuggestion, tu vas pouvoir conduire ton imagination. Il va falloir après attendre en 1943 pour que des premières formes de psychologie humaniste soient représentées par Abraham Maslow et Carl Rogers. Abraham Maslow qui dès 1943 s'est intéressé aux besoins de l'homme, dont le plus élevé selon sa théorie est le désir de réalisation de soi. En anglais c'est la self-actualization. Et avec cette phrase, peut-être que tu peux connaître, ce qu'un homme peut être, il doit l'être. On peut appeler ce besoin d'auto-actualisation selon Maslow. Donc Maslow, tu as certainement déjà étudié ou déjà entendu parler de la pyramide de Maslow qui représente les différents besoins de réalisation de l'être humain. Chaque strate en fait va construire le niveau dans lequel tu peux accéder. C'est un peu comme un plafond ou un plancher que tu vas pouvoir monter. J'ai pas la vision parfaite dans l'ordre exact, mais je crois qu'il y a la sécurité, il y a le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir dormir en sécurité, etc. Toutes ces choses-là, une fois que tu vas verrouiller chacun des principes, tu vas pouvoir t'élever jusqu'à le besoin le plus élevé qui est selon cette théorie la réalisation de soi, donc le développement personnel. Et aussi du coup, pourquoi te parler de ça? Parce que on arrive dans une période où au milieu du XXe siècle, eh bien, on arrive à pouvoir s'élever au-delà des besoins, on va dire, primaires de l'existence de l'être humain. C'est-à-dire, on arrive à un moment donné où il y avait beaucoup de familles qui ne faisaient que travailler, parce qu'on travaillait 6 jours sur 7 et dans des volumes horaires beaucoup plus importants. On avait très peu de temps libre. On avait vraiment un niveau de responsabilité qui était très orienté vers le fait d'agrandir, d'avancer, de faire avancer la société, de faire avancer les entreprises, de faire avancer en fait le monde. Et surtout de façon encore une fois très nationaliste. Et du coup, eh bien, on est dans une partie de la vie où on commence à développer l'idée de vouloir se réaliser parce que les premiers milliardaires, les premiers millionnaires commencent à avoir eh bien, cette volonté de maîtriser d'autres domaines, d'avoir une connaissance en lisant des choses différentes de leur métier, d'apprendre et de se passionner à des choses pour lesquelles on avait très peu de temps avant le milieu du XXe siècle pour pouvoir s'intéresser à d'autres sujets que éventuellement le sujet qui nous permet de pouvoir manger et qui nous rapporte des revenus. Autres acteurs aussi qui sont associés très souvent à la théorie du développement personnel, c'est, comme je te l'ai cité précédemment, Alfred Adler et Carl Gustav Jung. Tu en as peut-être déjà entendu parler, puisqu'ils ont beaucoup travaillé sur le concept de PNL. Mais avant que je te parle de ça, je vais te présenter un petit peu Carl Gustav Jung. La plupart du concept de ce psychiatre suisse ont été récupérés par des théories modernes du développement personnel, telles que la synchronicité, les archétypes, l'inconscient collectif, la vision du rêve et surtout le concept central dans sa théorie d'individualisation, c'est-à-dire c'est le processus par lequel un individu devient une totalité suivant l'archétype de soi. Donc c'est très technique dans le langage de ce psychiatre. Et pour le Carl Gustav Jung, l'individuation est un processus de différenciation psychologique destiné à harmoniser les rapports du conscient avec l'inconscient et ayant pour but de développer la personnalité d'individu. Donc les apports de Jung ont nourri en premier lieu les psychothérapeutes d'inspiration psychanalytique, puis les théories managériales sur tous les types
psychologiques, notamment le profil MBTI, avec le MBTI peut-être que tu connais, pour identifier ton profil personnalité. Je crois qu'il y a 16 profils de personnalité en MBTI, et ça conduit notamment au développement personnel. Donc on est dans une phase, encore une fois, dans la première partie du XXe siècle, dans laquelle on a la possibilité de pouvoir commencer à observer que nous sommes des individus et que nous ne sommes pas uniquement des matricules d'une entreprise. Même si aujourd'hui encore au XXe siècle, on aime à parler dans des grandes entreprises de matricules, on aperçoit, on découvre en fait que chacun a une image de lui-même, chacun considère qu'il est individuel, qu'il est unique, et c'est vrai, et que du coup, justement, il y a une réflexion sur comment stimuler, développer la personnalité de chacun, et comment se trouver sa personnalité, découvrir ses talents, les valoriser, et pouvoir aussi vaincre certains symptômes personnels que nous avons dans les environnements que nous fréquentons. Il y a aussi Alfred Adler qui a été un fervent travail avec Gustav Jung. Il refusa de limiter en fait la psychologie à son rôle thérapeutique, en insistant sur l'idée des aspirations humaines qui sont tournées vers l'avenir, et pas seulement le fruit de moteurs inconscients ou d'expériences infantiles. Il a été fondateur notamment de la psychologie individuelle. Il est aussi à l'origine du concept de style de vie. Avoir un style de vie était encore une fois quelque chose qui n'existait pas avant la première partie du XXe siècle, et qui définit une approche personnelle de la vie où chacun se forge une image de soi et à sa manière de faire face aux problèmes qu'il rencontre dans sa vie. Et puis enfin, il y a aussi Eric Berne vers 1960 qui a été créateur de l'analyse transactionnelle. Donc l'analyse transactionnelle, c'est une théorie de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication, et elle postule des états du moi, donc le soi-même, et elle distingue 3 états du moi: le parent, la conscience morale, l'enfant, l'affectivité, et l'adulte, l'attitude neutre et rationnelle qu'on peut avoir. Et donc il démontre en fait que les postures, elles s'expriment dans toutes les interactions que nous avons avec les autres. C'est-à-dire que, pour te résumer cela sur un principe très, très simple et très clair, quand tu vas interagir avec quelqu'un dans un environnement donné, par exemple ton frère, tu as la possibilité de parler comme un parent. Imagine que tu es plus âgé que lui, que tu lui donnes des conseils, tu vas lui parler comme un parent, donc du coup tu le considères comme un enfant, donc tu vas déstabiliser la relation, le niveau de communication. Enfin, si je pars dans la description de ce qui peut se passer. Et inversement, tu peux parler à un adulte comme un enfant, ou un adulte comme un parent. Et donc la meilleure attitude à avoir, c'est l'attitude neutre et rationnelle, qui est celle de l'adulte. Et celle-là, elle n'est pas forcément toujours facile, parce que en fonction des environnements dans lesquels on va être, on va parfois avoir un rôle d'enfant au niveau de l'affect qu'on peut avoir avec les autres, ou alors d'avoir un rôle de conscience morale parce qu'on se sent responsable peut-être d'un groupe de personnes ou d'un environnement donné. Et donc l'une des meilleurs moyens de pouvoir toujours rester neutre, c'est d'avoir cette conscience d'adulte et de parler à des gens en adulte, et de pas, on va dire, polariser une conversation. Aussi, il y a d'autres courants théoriques dans le développement personnel, notamment un qui a été initié en 1952 par Norman Vincent Peale, qui a écrit Le pouvoir de la pensée positive, décrivant comment transformer ses émotions négatives en attitudes positives. Et dans le même registre, encore une fois, Dale Carnegie a écrit en 1949 Triomphez de vos soucis, vivez que diable. Et puis on arrive en 1973 grâce aux travaux de Richard Bandler et de John Grindler sur la programmation neurolinguistique, donc la PNL, si tu as déjà entendu parler de ce mot, une démarche pragmatique en psychologie appliquée qui a été élaborée environ au milieu des années 1970 par les Américains, Bandler et Grindler, et elle cherche à modéliser les savoir-faire, donc les compétences et les savoir-être, attitudes, convictions, valeurs et estime de soi des gens de talent dans leur domaine pour les retransmettre à ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire comment pouvoir aller plus loin simplement que d'étudier des ingrédients du succès comme le faisait Andrew Carnegie, Napoleon Hill ou Dale Carnegie, mais comment travailler sur la psychologie. Maintenant, peut-être que ça te paraît évident en 21e siècle, en fonction de ton niveau d'avancement et d'avancée du développement personnel, d'avoir la conscience d'une certaine manière que répéter un geste sans avoir la psychologie, eh bien ça va être quelque chose qui va pas forcément t'amener les mêmes résultats. C'est-à-dire, il suffit pas d'avoir les ingrédients pour faire la crêpe, il faut aussi avoir la psychologie de savoir comment on va s'y prendre, dans quel ordre on met les ingrédients, mais aussi comment psychologiquement on va être dans le fait d'agir et de faire ce que nous allons faire. Et donc on va vraiment travailler sur ce savoir-faire et ce savoir-être, et de voir comment on peut modeler et réussir à pouvoir s'inspirer. Donc la PNL, ça vise à l'amélioration de l'autonomie, du respect mutuel, du dépassement de soi, de la tolérance, de la liberté de penser, de la qualité relationnelle avec les gens qu'on peut rencontrer, et les considérer par de nombreux universitaires comme une pseudo-science. Donc une pseudo-science, c'est quoi? C'est une discipline qui est présentée avec des apparences scientifiques,
mais qui n'en a pas la démarche ni la reconnaissance. Elle se situe en opposition avec la science parce que on travaille sur une forme en fait, sur un courant de pensée, et c'est une théorie, la PNL, donc on y croit, on n'y croit pas. On peut croire en des stratégies de mémorisation, on peut croire à des stratégies de réunion, on peut croire à des stratégies de prise de parole en public ou de gestion de conflits, mais on peut ne pas y croire aussi. Et c'est pas la difficulté en fait, si vous voulez, de tout ce qui est neurolinguistique, qui est neurosciences, qui est langage verbal, c'est que ce sont des choses qui restent aujourd'hui pas factuelles, puisqu'on n'a pas encore les outils, au moment où j'enregistre cette vidéo encore une fois, pour pouvoir avoir cette capacité de savoir mesurer et voir vraiment l'impact que peut avoir ces méthodes sur la réalité. Donc on ne sait pas encore mesurer en termes de science les choses. Aussi, il y a un autre courant de pensée qui est la psychosociologie des stades de vie. Donc ce concept-là a été développé dans les années 70 par le chercheur Daniel Levinson, qui a vécu de 1920 à 1994 dans une perspective psychosociologique. Et donc le but en fait et la contribution principale de ce chercheur, c'est la recherche sur le développement personnel et l'influence des aspirations dans le parcours du jeune adulte, ce qu'il appelle et qu'il a appelé le rêve. Et il disait en substance, quelle que soit la nature de son rêve, le jeune homme a la tâche de le développer en lui donnant plus de clarté et en trouvant des moyens pour le vivre. Il y a une grande différence entre son développement, entre une structure de vie imprégnée et conforme à ce rêve, ou bien en contradiction avec lui. Si le rêve reste déconnecté de sa vie, il peut simplement disparaître, et avec lui la sensation de vivre et d'avoir un but. Autrement dit, on peut en fait se donner la capacité de pouvoir, dans ces stades de vie qu'on va avoir, d'avoir une vision du rêve que l'on souhaite avoir ou vivre, et se mettre en fait à le travailler pour pouvoir avancer. C'est un peu la notion que Les Brown aux États-Unis, par le concept de Live Your Dream, présente et avance aussi. Enfin, pour terminer avec deux autres notions théoriques avant qu'on passe sur les applications possibles, la notion de leader vertueux en 1995 pour Alexandre Harvard, un ancien avocat qui a publié plusieurs livres sur la méthode de développement personnel, enfin la sienne, a créé plusieurs instituts de perfectionnement des managers, des hommes d'affaires et des cadres d'entreprise qui doivent être vertueux au sens donné par Aristote dans son éthique à Nicomane. Donc l'éthique à Nicomane, c'est un ouvrage d'Aristote qui traite de l'éthique, de la politique et de l'économie, et c'est un des principaux livres exposant la philosophie morale d'Aristote. Voilà, donc ça c'est un des points, le leader vertueux. Et enfin, on parle de psychologie positive depuis 1998, donc par Martin Seligman, la création d'une nouvelle discipline, la psychologie positive. Mais encore une fois, c'est dénoncé comme une pseudo-science, donc je ne vais pas plus te parler de ça, puisque pour certains, pour de nombreux chercheurs, c'est devenu une véritable industrie du bonheur qui brasse des milliards de dollars à coups de formation, de coaching, de stage, et surtout de best-sellers remplis de bons sentiments et d'individualisme. Donc dans tout ça en fait, il y a après d'autres applications en management. Je vais peut-être essayer de faire court dans ces vidéos parce que là on peut se perdre dans toutes ces réflexions. Moi ce que j'aimerais te partager, et d'ailleurs si tu es encore dans ces vidéos d'un chapeau, moi j'aimerais te partager vraiment 10 principes de développement personnel pour améliorer ta vie, parce que c'est quelque chose que vous me posez régulièrement à travers les différentes vidéos que je poste. Comment puis-je m'améliorer mon développement personnel, comment m'y prendre, comment me lancer? Et je pense que c'est vraiment important. Comment peut-on apprendre à mieux vivre? Comment peut-on éviter les difficultés? Comment peut-on augmenter son bien-être? Comment peut-on améliorer nos relations avec les autres? Bref, autant de questions qu'on se pose. Donc la première chose dans le pourquoi faire du développement personnel, c'est de se libérer des pensées indésirables qui nous font souffrir. On est tous assujettis un petit peu à des pensées. Et donc le développement personnel, en fonction des gens qu'on va suivre, vont nous permettre de pouvoir nous libérer de ces pensées-là et de nous reprogrammer d'une certaine manière plus favorablement, de reconsidérer un petit peu ce que nous considérons comme notre passé, parce que trop souvent on a cette capacité à pouvoir décrire notre passé d'une façon, et une fois qu'on l'a décrite et que ça nous convient, même si c'est négatif pour nous, on accepte de garder ça comme dans le marbre, comme pour toujours, alors que c'est uniquement un angle de vue que nous avons sur notre passé. Donc grâce avec cette technique-là, tu vas pouvoir revoir d'un autre angle, avec une autre paire de lunettes, ton passé, et améliorer peut-être la compréhension de celui-ci. Par exemple, Les Brown aux États-Unis aime à dire que des fois il a vécu des moments très difficiles dans sa vie, il les reniait, et puis à un moment donné, il rencontrait une nouvelle situation et il comprenait pourquoi il avait eu besoin de la leçon difficile qu'il avait rencontrée dans sa vie précédemment, et pourquoi il en avait besoin dans ce qu'il rencontrait aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de vraiment important aussi. Deuxième principe, pourquoi faire du développement personnel? Pour cultiver le détachement.
Tu vas pouvoir apprendre à te détacher des événements que tu ne maîtriseras pas parce que tu vas pouvoir te concentrer sur, encore une fois, l'individualisme et donc sur l'intérieur de toi-même et de maîtriser ce que tu peux maîtriser, donc ce qui est attenant à toi et non pas ce qui est attenant aux autres. Par exemple, vouloir faire que quelqu'un t'aime, tu ne peux pas maîtriser son esprit, ses pensées, en tout cas pas au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, eh bien, tu dois faire preuve d'une lâcher prise. Troisième principe, c'est que nos croyances, ils forment et forgent notre estime de nous. Certainement, tu t'es déjà posé la question pourquoi je perds confiance en moi dans telle ou telle situation. Eh bien, ce sont tes croyances. Si tu crois être capable de faire quelque chose ou si tu ne crois pas être capable de faire quelque chose, dans les deux cas, tu as raison pour les raisons auxquelles tu penses. Mais si tu te reprogrammes et que tu considères que eh bien, tu es capable de faire n'importe quoi dans ta vie pour réussir et que dans n'importe quelle situation eh bien, tu en es capable, eh bien, tu vas avoir des résultats et tu vas avoir cette capacité à pouvoir avancer. Quatrième, pourquoi faire du développement personnel? C'est pour trouver sa voie et ses objectifs de vie. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre, c'est une phrase célèbre, mais trouver ta voie, la réfléchir, tout ça, avec les outils de développement personnel, tu vas pouvoir te donner un sens à ta vie. Pourquoi es-tu sur cette terre? Quelle est ta mission selon toi? Et comment peux-tu mettre en place ta mission? Donc les outils de développement personnel vont te permettre de pouvoir progresser sur ce thème-là. Cinquième pourquoi, nous possédons tous une valeur fondamentale. Il y a en fond de nous quelqu'un d'unique, une personne extraordinaire qui ne demande qu'à être révélée. Et pour cela, eh bien, tu n'as juste une chose à faire, c'est la découvrir. Et donc, le fait de pouvoir t'intéresser à toi-même, à t'étudier toi-même, tu vas pouvoir découvrir ton talent et pouvoir faire en sorte que ce diamant brut que tu es puisse devenir un diamant extrêmement valorisé et valorisant. Sixième pourquoi, le don, prérequis à l'abondance. Une fois que tu découvres ton don, le don que tu as, on a tous un don personnel, individuel, qui que nous soyons. Une fois que tu l'as découvert, tu vas pouvoir entrer dans une certaine forme d'abondance parce que en répliquant ton don, tu vas devenir de plus en plus impactant et tu vas devenir de plus en plus satisfait d'apporter au monde une valeur et de voir que cette valeur-là, personne ne peut l'apporter d'autre que toi. Septième, c'est mettre de l'amour à la base de nos actions. Avec le développement personnel, tu vas pouvoir connecter tes dons, ton pourquoi avec l'amour, la gratitude, le plaisir d'avoir un sentiment d'avoir rendu une condition sociale moins dure que tu n'avais trouvé préalablement à ton arrivée dans l'environnement dans lequel tu étais. Huitième pourquoi, nous avons tendance à reproduire l'environnement émotionnel que nous avons connu lorsque nous étions jeunes et donc c'était peut-être déjà arrivé d'avoir l'impression de parler comme ton père ou comme ta mère selon des circonstances. Et donc le développement personnel va te permettre de pouvoir progresser sur l'acquisition d'un nouveau vocabulaire, l'acquisition d'une nouvelle forme de pensée, l'acquisition d'une nouvelle intelligence relationnelle et émotionnelle dans des environnements dans lesquels tu vas te trouver et te permettre d'avoir de nouvelles interactions, de nouvelles façons d'être que tu n'as encore jamais pu exprimer. Et comme j'aime souvent dire dans mes vidéos, pour devenir une personne idéale que tu veux être, tu dois devenir une personne différente que celle que tu es aujourd'hui puisque tu n'es certainement pas encore la personne idéale que tu aimerais au fond de toi peut-être être. Neuvième levier, neuvième pourquoi du développement personnel, c'est le plus grand pouvoir que nous disposons est celui du moment présent. Donc notamment aussi tu apprendras un peu plus à te poser, à apprendre à considérer les choses qui sont dans ton intuition, quel que soit ton profil MBTI qu'on a pu le voir en début de cette vidéo, eh bien on a tous au fond de nous une intuition. Quelle est cette intuition? Quel est ton inconscient? Apprendre à lire son inconscient, apprendre à comprendre, apprendre à penser à des personnes auxquelles on n'a pas pensé pendant 10 ans d'un coup et de savoir saisir le pourquoi de tout ça. Donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et enfin dixième et dernière chose, c'est la réalité à laquelle nous faisons face est constituée de nos pensées et nous pouvons changer nos pensées, c'est-à-dire que tu peux et tu as le droit de pouvoir avoir une capacité à remplacer ces pensées que tu as récurrentes ou non récurrentes sur des thématiques absolument extraordinaires. Alors maintenant qu'on a vu le pourquoi du développement personnel, qu'on a vu l'historicité du développement personnel, j'aimerais pour clôturer cette vidéo te permettre de découvrir différentes personnes qui ont eu un impact phénoménal sur ma vie. Le premier c'est Napoleon Hill qui est pour moi des ouvrages, donc j'ai fait plein de chroniques, donc si tu tapes Napoleon Hill sur ma chaîne YouTube tu trouveras un tas de vidéos sur lui et de ses ouvrages, notamment Réfléchissez et devenez riche par exemple, qui n'est pas seulement destiné à riche dans le sens financier du terme, mais riche dans le sens épanoui, dans le sens heureux, dans le sens bonheur, dans le sens abondance personnelle.
Donc ça, c'est un premier ouvrage intéressant. Aussi, l'inévitable Robert Kiyosaki sur la réflexion de comment manager sa vie financièrement. Donc on doit en parler, il faut aussi parler. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur sans argent, pas forcément toujours très évident. Et aussi, j'aimerais te parler de Zig Ziglar, que tu connais moins, un Américain qui lui est très resté focalisé sur son pays dans le développement personnel, mais qui vraiment a un impact puissant. Et puis d'autres personnes que je voulais te parler, c'est Robert Greene, sur des livres qui sont extrêmement puissants. Mais Robert Greene, par contre, je te le suggère quand tu as commencé à lire beaucoup d'autres livres, quand tu es habitué à lire régulièrement 20 à 100 pages par jour, là tu peux attaquer du Robert Greene parce qu'avant, tu vas être frustré et tu n'arriveras pas à finir le livre, il sera trop dur pour toi pour commencer. Et enfin, Simon Sinek sur tout ce qui est comment générer de la confiance en soi et comment générer de la confiance dans des organisations, dans des environnements dans lesquels tu fréquentes et permettre à des gens de devenir la meilleure version d'eux-mêmes et éventuellement peut-être réussir à accéder à leur pouvoir personnel et éventuellement leur légende personnelle qu'ils ont en eux. C'est presque la fin de cette vidéo. Si tu es encore ici, chapeau, bravo, merci. Je te demande un petit effort, un dernier effort. Partage cette vidéo à une personne à laquelle tu penses que ça peut inspirer. Donc tu trouveras le bouton partager juste en dessous. Tu cliques dessus, tu partages cette vidéo sur Messenger, WhatsApp, Facebook ou le média que tu plais le plus. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu as retenu, ce que tu as appris, ce qui t'a intéressé, impacté, ce qui a fait sens en toi dans cette vidéo. Ça m'intéresse profondément. Et enfin, je t'invite à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin avec, entre autres, mes formations en ligne disponibles en un seul clic depuis le confort de ton domicile. Passe une très bonne suite de journée et merci encore d'avoir fait le choix de cette vidéo.